j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Voilà. Quand bien même ça fâche, comme si même on ne soit pas d'accord, mais enfin vous m'avez laissé cette opportunité de me livrer, alors je me suis livré. Voilà. Merci. Merci. J'avais pris des notes, mais voilà. Si vous voulez quelques questions, j'y répondrai, je ne sais pas si je vais répondre, mais en tout cas, on peut donner quelques... que ce ne soit pas uniquement moi qui parle. Vous voyez quelque chose à dire? J'ai un petit micro là. Ça peut être bien, voilà, parce que j'ai dit beaucoup de choses fortes. Ça peut vous faire que du bien de m'interpeller, même de me contredire. C'est bien pour moi aussi. Ou d'être en accord. Enfin, parfait. J'ai une question sur l'effet de l'éclairage artificiel, en fait, non? Et les nuits, c'est comme l'homme, comme cette partie du penseur de l'homme, il essaie de s'approprier, en fait, de l'inconnu de la nuit, en fait, en essayant d'éclairer tout le temps, que la nuit, désormais, on fatigue à la voir vraiment, quoi, en fait. Si c'est un effet de cette volonté de s'approprier tout, en fait. J'en suis certain. Je suis certain que la pensée par l'homme, la pensée de l'homme, il est appropriationniste. Il ne supporte pas l'inconnu. Je ne dis pas tous les hommes, hein, mais une généralité. Tant que vous n'avez pas consenti à quelque chose qui est du domaine de l'inconnu de chacun d'entre nous, et ça c'est très naïf, c'est très simple, j'insiste sur le mot naïveté, hein, ça ne demande pas grand-chose et ça ne demande pas d'initiation extraordinaire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Eh bien, oui, l'homme désire s'approprier le X à travers les choses, la nature, ce qu'il appelle la nature. Hein. Si vous enlevez le mot, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a la nature? Bon. Mais oui, et donc les lumières artificielles, etc., eh bien, oui, contribuent à dire beaucoup de la situation humaine. Alors là, je ne parle pas maintenant, si je peux en parler, des ordinateurs, de l'informatique, tout ça, nous allons à la catastrophe, évidemment. Hein. Nous y sommes d'ailleurs, nous y allons même pas. Je vous parle en ce moment de l'intérieur de la catastrophe. Moi, je ne suis pas dupe. Hein. Cette photographie-là, j'en ai mis qu'une pour pas trop vous choquer et choquer l'ensemble des visiteurs et des visiteuses. J'en ai une série affreuse de 2020. De 2020, les gens sous plastique, j'ai vu des choses effrayantes autour du monde. Et j'ai recensé toutes les folies. J'ai des photographies. Si un jour je sors les photographies de ce qui se passait à cette époque-là, qui est toujours là en fait. Hein. On est toujours sous plastique maintenant, sous pétrole, enfin que sais-je. Mais tout de même, nous sommes arrivés, à force de vouloir nommer, à raisonner l'homme jusque dans les cellules et à donner la propagande d'aujourd'hui. Quand même, faut le dire. Pourquoi il y en a qui ne me le disent pas vraiment ouvertement? Si, bien sûr, il y en a, heureusement. Ben, je le dis à nouveau, et je parle pour tout le monde qui le disent, et ceux qui ne le disent pas. Oui, l'homme est appropriationniste. Oui, l'homme, il veut de la lumière artificielle, il veut, hein, parce que sa pensée veut toujours nommer. Parce qu'elle ne supporte pas l'inconnu. Parce qu'elle ne supporte pas la vie qui est d'une autre dimension que l'ordre du phénomène. Nous ne sommes pas qu'un aplat. Or, toute la pensée occidentale et le neurologique, la science neuronale, est une mise à plat de l'homme. L'homme n'est pas un aplat, c'est une profondeur. Aïe, c'est grave de vouloir l'homme à plat. Dites à Jean-Sébastien Bach, avec ses fugues, si le monde est à plat, si la musique est à plat. Ben non. Et alors, là, maintenant, c'est l'idéologie qui est en place, c'est tout est à plat. Ben évidemment, à force de nommer, à
force de vouloir tout savoir, de tout disséquer, l'observateur est la chose observée. En fait, la science qui révèle ces objets, c'est la science de la pensée du non-objet. C'est-à-dire la chose, en vérité, si on fait un grand travail de conversion, c'est-à-dire qu'on n'est pas feignant pour se laisser prendre par la propagande en soi, la chose, c'est rien. Donc, tout ce qui est découvert de l'objet de science, c'est une hallucination. Les objets scientifiques n'existent pas. Les satellites n'existent pas. Les fusées n'existaient pas. La Lune n'existe pas. La Terre n'existe pas. J'ose aller radicalement là pour provoquer quelque chose, un séisme dans la croyance de quelque chose qui serait scientifique. Je dis non à la science. Est-ce que c'est pas une confusion entre la science et la technique? Quand vous parlez de l'informatique, il s'agit de technologie, de technique. Est-ce que Aristote a un rapport avec le monde dans lequel nous vivons? Je ne pense pas. Donc en fait, il ne faut pas confondre, je pense, la science, qui est un savoir qui est nécessaire, qui nous permet de comprendre et de vivre dans ce monde. Il nous permet. Juste une remarque, on n'est jamais dans la nuit complète sur vos photos. On voit la lumière naturelle. Non, c'est faux, regardez là, et j'en ai plein de nuits, je ne voulais pas les exposer. J'ai plein de photos où on ne voit rien, mais qui va accepter de les voir? Oui, c'est vrai que j'étais en face. Enfin, moi, j'ai des souvenirs à une époque dans des pays, c'est pas en France, on regardait le ciel étoilé, les étoiles, c'est la lumière. Donc il n'y a jamais de nuit. C'est-à-dire que l'œil apprend aussi à vivre dans une obscurité. Il y a une adaptation, mais je ne pose pas forcément le jour et la nuit. Mais pour revenir à la science, effectivement, je pense qu'on confond. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technocrates, de technocratie au sens, on va dire, le monde des informaticiens qui quelque part dirigent nos sociétés. Mais il n'y a plus de philosophes. Il y a des philosophes, mais ils ne sont plus écoutés. Il y a des scientifiques, mais les scientifiques, ceux qui font de la recherche fondamentale, est-ce qu'on les écoute? Donc on est plutôt dans un monde qui est régi par des techniques qui sont les techniques de l'informatique, ce qui n'a rien à voir. Déjà, quand vous parlez d'Aristote, vous n'avez pas compris ce qu'a dit Aristote, à mon avis. Je ne suis pas philosophe. Il aurait fallu que je fasse venir ma fille pour ça, qui a travaillé sur Aristote. Maintenant, Aristote, c'est probablement une pensée qui est une pensée de l'observation, de la physis, exactement. C'est-à-dire de la compréhension de la nature. Évidemment qu'il peut y avoir, que l'homme peut avoir ce sentiment, enfin l'envie de dominer. Exactement. Mais il y a aussi l'envie de comprendre. Oui, ça voilà. C'est pour ça que... Et l'envie de comprendre, c'est-à-dire que la naissance de la science, et donc on revient, on parlait d'Aristote, on pourrait prendre, vous avez opposé évidemment Platon avec le monde des idées, etc. Mais Aristote, c'est effectivement le début de cette observation des choses. Comprendre les phénomènes, pas forcément pour les dominer, c'est comprendre parce que l'homme, et surtout dans le monde grec, l'homme est au cœur, en fait, de son environnement, de la nature. Donc, en fait, il ne dissocie pas l'homme de ce qui l'entoure. Voilà, donc c'est juste une nuance. En fait, là, je suis en accord avec vous. Mais qu'est-ce qui fait que je suis provocateur, là, et que je vais dire... Est-ce que vous avez compris pourquoi je dis non? Pourquoi j'insiste? Alors, vous allez redévelopper. Voilà. Parce que, en fait, bien sûr, je ne peux que être d'accord avec vous, avec ça. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, qui a exagéré. Vous êtes d'accord? Alors, vous avez invoqué et évoqué la technique. Évidemment, bien sûr. J'ai étudié profondément ce que la pensée pense à travers Aristote. Et de façon neuve, sans être philosophe. Je ne suis pas philosophe. J'ai fait aucune étude de philosophie. J'ai fait aucune étude de quoi que ce soit. J'ai étudié par moi-même. Bien. Et alors... Qu'est-ce que je veux dire? Là où vous avez entièrement... c'est même pas une question de raison. J'y vais avec vous. Bien sûr que... comment dire? Il va en le disant avec vous que là où Aristote, effectivement,
il donne le son à dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça peut nous servir en termes de vie quotidienne. Je suis d'accord avec vous. En tant que savoir faire pour ceci, pour cela, hein, pour soigner un corps, pour... Oh, mais ça, mais j'ai rien contre ça. De toute façon, je dirais que c'est un mouvement naturel. Et on voudrait qu'il ne soit pas, il le sera. Hein? Ça, c'est bon. Mais là où je m'insurge, là où je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le 21e siècle qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis interrogé à partir de ce 21e siècle qui est déjà agonisant. Je me dis, bon, revenons à la matrice de tout cela, qui est le point. C'est très important que je vous rappelle que le problème que j'évoque à partir d'Aristote, qui a dominé la science jusqu'à Einstein et ceux qui ont précédé juste un petit peu avant, et puis etc., c'est qu'il y a une remise en question de le principe de la non-contradiction. Je m'explique. Aristote dit, effectivement, et là et vous lisez la métaphysique au livre Temps, alors je pourrais vous citer l'alinéa et tout, basta, mais à tel endroit, Aristote dit, et qui est devenu le poncif de la philosophie occidentale, jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait, hein, qui dit A ne peut pas être non A en même temps que A est là. A est là, non A ne peut pas être là. A ne peut pas être B. Mais par contre, ça peut s'additionner, ça peut se soustraire, mais en aucune façon, il ne peut y avoir A et non A en même temps. Pour le faire simple. Donc, s'il ne peut pas y avoir une chose et son contraire, alors ça vous donne une clarté d'énonciation et ça vous donne une possibilité comptable d'approche de la pensée et d'équilibre. Ça, d'accord. Ça, c'est la base. Mais évidemment que ça, pour la pensée de science, il fallait passer par là. Il fallait passer par là, parce que sans ça, vous restez à proprement parler héraclitéen, et héraclitéen, mais encore, je critique Héraclite, pourquoi? Parce que tous les philosophes présocratiques, socratiques, même Socrate, c'est un fiefé coquin, avec Platon, fiefé coquin. Tout le monde pour moi est un fiefé coquin, mais je peux m'expliquer pourquoi. Je peux vous dire pourquoi je suis aussi intempestif. Je suis intempestif parce que tout le monde a cherché l'unité, même Héraclite, avec le sens des opposés. Une chose et son contraire, même le yin et le yang, le taoïsme en Chine, est exactement tout le monde des systèmes philosophiques occidentaux comme oriental et asiatique ont voulu l'unité là où il y a dualité. Et je dis que ça a été un arrangement technique et technologique de la pensée. Et que la techné vient de la pensée. Elle n'est pas dans les objets. Puisque toute la technique vient de la pensée. Donc moi, je suis revenu à la racine de la pensée. J'ai étudié la pensée comme aucun scientifique ne l'a fait. Est-ce que vous savez comment est constitué? Moi, je me suis intéressé au comment ça pense. Comment? Hein, j'ai mis à plat tous les systèmes de philosophie. Et je dis, ça, il pense comme ça pense comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le comment de toute pensée, c'est-à-dire de tout système. Et comment, je le faire vite, tout le monde s'arrange à créer une prothèse unitive et ne respecte pas la dualité de la pensée et de la confusion. C'est un rejet de la confusion et du pseudo-irrationalisme. Ah bon, moi je fais une critique de cela. Je fais une critique de la raison pure comme une critique de la raison impure. Les deux, il faut les faire les deux, ça va ensemble. Voilà, je voulais vous dire en préambule, Aristote, oui, mais au nom de quoi dans la durée? Je pourrais... Oui, bien sûr. Pour revenir sur l'unité, effectivement, dans le monde grec, il y a, c'est comme dans le monde de l'Inde, hein,
c'est le monisme. Exactement. Donc c'est un tout. Exactement. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un tout. Enfin, c'est comme ça que les anciens Grecs Exactement. imaginent le monde. Là, D'où ce besoin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une cosmogonie Exactement. dans leur réflexion, et forcément, ils n'en échappent pas. Enfin, voilà, donc ça c'est posé comme base. c'est posé comme une base. Et ensuite, je pense qu'il y a, mais effectivement, cette unicité, ou ce besoin d'unité, ou ce besoin de comprendre, c'est pour ça que je reviens sur la compréhension du monde, comprendre. et sur les bases de la science, puisqu'en fait, le monde grec va poser, on va dire, les bases de ce qu'on appellera la science moderne, Exactement. avec son abstraction, ce qui ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des sciences, bien évidemment, Il y en a. mais ça va être le début de l'abstraction, c'est-à-dire on Exactement. va commencer à poser, ça va être l'arithmétique, On a même commencé avec l'algèbre. Pythagore. Effectivement, la géométrie qui dit d'ailleurs des choses, ils sont capables de décrire par leurs moyens, par leurs outils, de décrire des choses qui sont toujours vraies encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi peut-être la manière, c'est notre ontologie, c'est notre manière d'être. C'est-à-dire que, et je ne parle pas que de l'humain, je parle du monde du vivant, c'est qu'il y a une rationalité, c'est-à-dire que chaque individu... Je la conteste. Voilà, moi je pense que c'est ce qui fait en fait... Je suis obligé de vous provoquer là, je conteste ça. C'est ce qui fait en fait qu'on peut vivre tout simplement, sans quoi, si on n'avait pas cette raison... Non, on peut vivre sans raison. Si on n'avait pas la rationalité... Moi j'ai aucune raison. Nous avons tous une raison. Non. Nous avons tous... Non. Et que la rationalité... Non. On pourrait développer, mais je vais poursuivre. Mais bien sûr, j'adore, j'aime bien. S'il n'y avait pas de rationalité, nous serions comme des aveugles. C'est-à-dire que même la bactérie a d'une certaine manière sa rationalité. Je comprends. C'est-à-dire que tout être vivant est un organisme autonome, mais qui est aussi interdépendant du reste, Oui, et que sinon on ne trouverait pas... Un être vivant a besoin surtout de se nourrir, de boire, c'est l'essence de la vie. Et vous voyez, là, vous êtes en deçà de là où je provoque. Non mais c'est bien. C'est extrêmement, j'ai envie de dire, c'est du pragmatisme. Oui, mais vous êtes trop pragmatique. Mais oui, mais parce que peut-être que notre monde réel est aussi un monde où on a besoin de pragmatisme. Non, le réel, je conteste le domaine de la réalité. Votre réalisme, je l'entends très bien. Ce qu'on perçoit de la réalité. Exactement. Encore une fois, la perception. Nous sommes dépendants. Voilà. Je vais reprendre aussi sur le chat de Schrödinger, parce que je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est bon, on a un beau débat. Je suis pour. Mais Luisa, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord que je parle. Non, c'est magnifique. Je trouve ça intéressant sur le chat de Schrödinger. En fait, le chat de Schrödinger, c'est est-ce que le chat est oui ou non dans la boîte ? Exactement. En fait, pour le savoir, il faudrait effectivement ouvrir la boîte. Exactement. On est d'accord. En fait, c'est une question de probabilité. Exactement. Ce n'est pas que le chat est ou n'est pas dans la boîte, c'est que l'homme, par son incapacité à comprendre l'ensemble du réel, il est obligé de probabiliser les choses. Alors, il y a une chance sur deux, effectivement, que le chat soit encore vivant dans cette boîte, alors qu'il y est depuis 100 000 ans. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je ne me rappelle plus, mais c'est un peu c'est à peu près par là que ça se passe. Voilà, la théorie cette réflexion vient de ça. Et en fait, la probabilité, par exemple, est un moyen d'appréhender les choses parce que nous n'avons pas la capacité. Après, voilà, c'est que notre rationalité... C'est là où je vous titille, et c'est là où vous m'apportez la réplique. Voilà. La réplique, je la prends et je dirais que tout ce que vous dites, je l'entends très très bien, pour ne pas dire que je le comprends, mais c'est clair, vraiment. Et vous sentez bien que c'est clair. Je suis quelqu'un qui pige très vite, là, ce que vous dites. Et je pourrais vous le développer même. Pourquoi vous avez raison là ? Vous avez raison là. Mais vous n'avez pas raison là où je vous provoque et là où j'essaye de faire valoir un autre type d'approche et un autre type d'expérience. Et c'est bien ça le problème du XXe siècle et du XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et l'enjeu dans lequel nous nous trouvons, c'est que vous ne voulez pas... Enfin, non, là c'est exagéré, c'est une interprétation de ma part. Elle est vue, vous voyez, je vois ce que je dis. J'entends ce que je dis, c'est faux. Il faut relever ce qui est faux en soi. Oui, mais là, je vous dis, là, je suis en train de faire mon examen. Ah ouais, mais c'est important.
Donc là, je reviens sur... Non, là où j'interpelle, c'est sur le fait que vous oubliez dans votre énoncé la dimension de l'éprouvé psychologique. La souffrance, l'angoisse, qui invalide tout cela. Je m'intéresse à la pathologie. Qui ne l'invalide pas, qui fait partie en fait qui fait partie de nous-mêmes. Alors attendez. Mais qui fait partie. Oui, alors, non, ça ne fait pas partie. Mais, non, attendez. Attention, il faut entrevoir maintenant quand vous dites partie et totalité. Attention. Oui, à tout ce que vous dites. Mais attention, vous voyez, vous êtes en train d'évacuer rapidement, si je vous entends bien, le fait que je vous rappelle à la pathologie, c'est-à-dire qui n'est pas pathologique, qui est existentielle, qui est avant même la pathologie, nous souffrons. Et nous sommes angoissés, et ce n'est pas une maladie. Et l'angoisse, j'ai eu, quand j'avais 15-16 ans, une expérience de l'angoisse radicale, la nuit. Vous allez peut-être tout comprendre là, parce que vous allez tout comprendre que vous n'allez rien comprendre. À 15-16 ans, l'angoisse a été telle qu'elle a invalidé, mais en une nuit, elle a invalidé tout ce que vous dites. Et c'est à partir de là que je parle. C'est-à-dire que dans l'angoisse, il y a une déréalisation totale de moi et le monde. Et c'est balayé. Et ça, c'est ça qui me fait parler. C'est ça parce que tout le monde est angoissé. Et la plupart des êtres refusent l'existentialité de l'angoisse qui est précognitive, avant le cerveau, et qui est du domaine qui est rarement abordé par la science parce qu'elle ne le peut pas, parce que l'angoisse invalide tout le savoir scientifique. Allons-y. Plutôt le doute peut-être, la science est dans le doute. Donc, elle n'est pas dans l'angoisse, oui. Elle est dans le doute. Très important. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. De fait, la connaissance... Elle tendrait à le faire. La relativité restreinte, aussi bien que générale, et que le quantique, etc., la science, en fait, est absolutiste. Et ça, je le conteste. Je ne sais pas si elle est absolutiste. La science... où la méthode scientifique nous permet d'approcher le réel. C'est pour ça que... C'est pour ça que je dis... Alors, l'angoisse ne fait pas partie du questionnement scientifique. Voilà. Il fait partie... Merci. Mais il fait partie de l'humain. Oui. C'est-à-dire que on a... voilà, enfin, c'est... La science va porter plutôt le doute. Oui, je connais Descartes, il l'a bien fait, voilà, c'est une tromperie. La science ment. En fait, je vais vous dire une chose. La science a tout intérêt à mentir à l'homme pour donner des robots et pour évacuer l'humanité. Nous en reparlerons quand nous ne serons plus là. Vous allez me dire que c'est la technologie. Mais alors, comment ça se... Mais la technologie, c'est la science. Ce sont des applications. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. C'est-à-dire, Et pourquoi vous séparez technique de science? Moi, je vais vous donner. Moi, je suis mathématicien à la base. J'ai fait une formation de mathématicien. Bien sûr, bien sûr. J'adore les mathématiques. Et je considère que les mathématiques, enfin, j'ai toujours considéré, même quand j'avais 20 ans, il y avait ces réflexions-là. Moi, j'ai pas fait de philosophie, mais il y avait ces questionnements. Je comprends. Mais les mathématiques, pour moi, permettent de... Enfin, oui. C'est comme un... Alors, il y a un ordonnancement des choses, c'est de rationaliser les choses. Il n'y a pas que les maths, soyons clairs, mais souvent. Mais je distingue les mathématiques d'une application qui serait une application informatique qui peut provenir des maths, mais qui n'a pas forcément la même étendue dans la réflexion. Et c'est pour ça que je dis, nous sommes entrés dans un monde de technocrates. Oui. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des mathématiciens. Ce sont les informaticiens qui prennent le pouvoir aujourd'hui. Mais je le dis Est-ce que vous avez, vous qui êtes mathématicien, je vais vous soumettre l'équation primordiale. Est-ce que vous avez compris que l'équation, il n'y en a qu'une et que les mathématiciens ont tout faux?
En fait, toutes les mathématiques sont fausses, je vais vous dire pourquoi. Et là, c'est terrible pour vous, vous ne pouvez pas m'écouter, et vous n'allez pas m'écouter. Je le sais que vous n'allez pas m'écouter. J'invalide même les mathématiques. Alors écoutez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou l'avez vu en tant que mathématicien, que la pensée, c'est du calcul? Que la pensée, ça calcule. Moi, j'ai étudié la génétique. Entendez bien, j'emploie pas par hasard ça. La pensée, j'ai étudié la génétique de la pensée. Et j'ai découvert que la pensée, un mot, je, c'est du calcul. Et après, je vais vous révéler son équation. C'est du calcul. Est-ce que vous avez compris que je, c'est du calcul? Quand vous dites je, c'est pas je. Je dénombre. Oui. Oui, mais alors ça va chercher, je vais aller dans votre sens. C'est que vous ne pouvez que être mathématicien. Et nous sommes tous mathématiciens sans le savoir. Non, les abeilles sont des mathématiciennes. Oui. Les épères sont des mathématiciennes. Oui. Elles font de la géométrie merveilleuse. Mais je vous ai demandé, est-ce que vous aviez compris? Parce que moi, j'ai fait des découvertes énormes. Et là, c'est pour ça que personne ne me laisse vraiment parler. Parce que ça invalide tout. Écoutez bien, la pensée est mathématique. Vous êtes d'accord? C'est des maths, la pensée. Ce n'est pas des lettres. La pensée n'est pas que mathématique. Mais je dis que la pensée n'est que mathématique. Tu vois, vous voyez, je suis encore plus radical que vous. Et maintenant, je vais vous le prouver. Facilement, mais très difficile après à recevoir. Et on peut en avoir pour des années. La pensée, dès que vous émettez moi, cheval, est égal à la chose suivante. Je est égal à 1 plus, entre parenthèses, moins 1. C'est tout. Je est égal à cette équation-là. Et je vous demande de la sonder. Et qu'à ce moment-là, tout le lettrage, toute la linguistique ne repose que sur 1 plus moins 1. Que votre nom repose sur 1 plus moins 1. Et qu'il ne faut pas aller plus loin. Il faut sonder cet alphabet qui n'amène aucune autre lettre et aucun processus comptable possible à partir du moment où vous n'avez pas encore médité à 1 plus moins 1. Qui est l'essence de la dualité de la pensée. De la pensée. Comment ça se fait qu'on cherche... Vous voyez, ce qui me navre au XXIe siècle, vous voyez, je suis à Bélène, tout ça, et je parle de choses énormes, et je peux provoquer des choses énormes. Qui l'eût cru? Parce que j'ai fait des découvertes qu'on ne veut pas entendre, qui sont très simples, qui sont habilitées à l'homme pratique. Vraiment. C'est-à-dire que nous avons pensé les mathématiques et on croit que les mathématiques existent de façon ex cathedra et sont des objets absolus. Non, ils viennent de la pensée. C'est votre pensée qui a pensé ça. Oui, mais par contre, on peut, grâce à... Enfin, c'est pour ça que je dis que la rationalité, il ne faut pas réduire les choses à la rationalité. Nous sommes très complexes. Les êtres vivants sont très complexes. Mais la mathématique, c'est-à-dire, on va dire, la mathématique, c'est un outil de la raison qui va nous permettre de nous inscrire dans le monde. Non, je critique, le monde n'existe pas. Le monde, en fait, alors, bon... Oui, non, mais je suis obligé de provoquer. Mais dans le je suis obligé de vous provoquer. Dans le monothéisme, par exemple, la création, c'est le monde matériel. Exactement. Matériel. Exactement, oui. Fait par un Dieu créateur. C'est le comble du monothéisme. C'est le comble. En tout cas, c'est le propre. C'est le propre. C'est grave. Je ne sais pas si c'est grave, en tout cas, c'est le propre du monothéisme. Mais parce qu'il a validé un Dieu phénoménal. Or, comment définissez-vous phénoménal? Du phénomène? C'est-à-dire qu'il y a des choses plutôt que rien. C'est-à-dire les perceptions. Mais s'il n'y avait rien, nous ne pourrions même pas nous parler. Je ne pourrais même pas vous voir. Si, il n'y a rien et nous Vous n'êtes parlons. Pas un fantôme. Si. Vous êtes une réalité. Non, mais bien sûr.
Je suis, Un alter ego. je suis plus que réel et vous êtes plus que réel. Nous sommes ce que nous sommes et nous ne sommes rien. C'est ça le réel. C'est pour ça que nous parlons. Parce que nous C'est ne très sommes nihiliste. rien. C'est ça. C'est nihiliste. Ah, le nihil. Je suis rien. Attention. Je n'existe plus. Non mais il faut critiquer le nihilisme. Tu sais, vous savez Nietzsche, Dieu est mort, tout ça, ça me concerne pas. Oui, non, c'est faux. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faudrait que nous prenions tous les deux et beaucoup ensemble. Il faudrait reprendre chaque mot. Reprenons le nihil. Le mot nihil à la base, ça veut dire rien, d'accord. Mais ça veut dire rien de ce que la pensée pense. Et vous croyez, vous, que n'existe que la pensée? Non. Je crois au monde réel. Mais le monde réel, c'est... Le monde matériel. Mais vous croyez à la matière? Oui. Vous en êtes encore là? Je vous vois. Je pourrais même vous toucher. Mais vous voyez, oui, j'entends. Je suis très très pragmatique. Mais ça c'est clair. Mais moi aussi, monsieur. Non, cher ami. Moi aussi, je suis pragmatique avec vous. Mais j'essaye de vous faire sentir autre chose. C'est-à-dire que, en fait, à travers ça, je puis me permettre, vous êtes comme beaucoup de rationalistes. Vous refusez l'affect. Et vous refusez l'angoisse et la souffrance de l'homme. Oui, mais alors parlons-en. Bien sûr que vous n'êtes pas que ça. C'est pour ça que je vous provoque. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi nous ne parlerions pas? C'est un vaste sujet. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est à Voilà pour 2 jours. Là. Oui, mais c'est à partir, bien sûr, mais moi je dis qu'il y a une dominante rationaliste occidentale dont vous me parlez, je dis basta, parce que nous ne parlons pas de la souffrance, et c'est ce qui fait la cybernétique, c'est ce qui fait la technique, c'est ce qui fait toutes les applications neurologiques, ce qui fait la science du cerveau, ce qui fait la dictature politique dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes à plat, nous sommes des nombres, nous sommes à évacuer. Vous n'avez pas réalisé que nous sommes là-dedans? C'est un monde qui fait un peu peur. Voilà. Mais il y a une réalité. Eh bien, je Mais effectivement, 21e siècle et 20e. Voilà. On va dire que les origines remontent oui. à nos sociétés techniques, et on pourrait revenir à Kafka. Mais c'est ça que monde parfaitement bien décrit par. Mais c'est ça que dont je fais l'examen et je provoque la validité. Je dis non, le monde phénoménal n'existe pas sciemment. Alors vous allez me dire nihilisme. Non, le nihil n'existe pas et le rien n'existe pas. Je nie la négation. Attention, ça va très loin ce que je raconte. Je nie ce que je dis. Toute affirmation est négation, toute négation est affirmation. Il n'y a ni affirmation ni négation. Bam, bam, bam. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ce qui est, le réel. Mais qu'est-ce que le réel? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et ce n'est pas ce que nous percevons. La perception, c'est de la pensée, c'est du calcul. Et vous croyez que la perception est valable? Vous savez, Merleau-Ponty et tout ça, et toute la phénoménologie de l'esprit, la phénoménologie de Hegel, la phénoménologie de Husserl, etc. Le cartésianisme, le kantisme, tout ça. La science de Einstein, la science jusqu'à aujourd'hui, tous ces imbéciles de scientifiques, eh bien, j'aimerais bien qu'on nous mettions à table une bonne fois pour toutes, pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la science, qui ne va pas dans la pensée de cette science, mais de la philosophie, de la religion, des artistes. J'essaye de faire passer la souffrance de l'homme. Et la souffrance est évacuée. Et dans la souffrance, on fait des découvertes métapsychologiques. On fait des découvertes métalogiques et mathématiques. Et nous ne parlons pas de cela, et c'est navrant, parce que parler de mathématiques, je peux vous en parler, et je vous demande déjà de méditer ensemble cette équation du je. Je est égal à 1 plus moins 1. C'est énorme, le jour où ça vous reviendra. Mais ma critique, c'est pourquoi nous ne parlons pas de la souffrance et de l'angoisse des humains. Et nous sommes fondamentalement, littéralement fondamentalement, assiégés par cette dictature de l'éviction, de l'oblation et du sacrifice de la souffrance des hommes et de leur angoisse. Or, c'est fondamental. À partir de là, quand on réhabilite l'angoisse,
quand on réhabilite la souffrance, nous avons une autre approche du pseudo-monde dont nous parlons, et ce n'est plus le même que celui de la science. Ce n'est plus le même que celui de la philosophie. La philosophie ne s'intéresse pas à la souffrance. Vous vous rendez compte que depuis les présocratiques jusqu'à aujourd'hui, la philosophie ne s'intéresse pas à la souffrance. La science ne s'intéresse pas à la souffrance. La psychologie réduit la souffrance à la pathologie. Or, ce n'est pas une maladie que de souffrir. Ce n'est pas une maladie que d'être dans l'angoisse. C'est existentiel, c'est la racine de la vraie question de l'homme, et qui n'est pas du domaine du pathologique, et qui n'est pas du domaine de la science, qui n'est pas du domaine du savoir, qui est du domaine de l'expérience avec un grand E, et non pas des expériences phénoménales. Voilà mes amis, et je vais terminer juste pour vous dire que, justement pour terminer, c'est... Dans quelques mois, il y aura une revue qui va sortir, qui s'appelle L'Impensable, justement nommée, que j'anime avec quelques amis, et dont le thème du premier numéro s'appelle L'Apocalypse de la pensée, justement, qui est une étude très profonde sur ce qui est en train d'advenir au XXIe siècle à travers l'âge sombre et la nuit de la cybernétique qui est en train de menacer toute la planète, quoi. Super. Merci. On avait affaire à ça. Oui. Ah oui, ces photographies sont le petit bourgeon de tout ce que j'ai essayé de développer. Voilà, nuit magnétique, c'est ça. Nuit magnétique, c'est ça. Ça vient de là. D'un obstiné de la sensibilité, en fait. Voilà, et non pas du sensible. C'était passionnant, merci. Oui, merci.